Bonjour à tous. Merci d'être nombreux ici malgré la chaleur. Je suis Jean-Rémy Baudot, je suis chef du service politique de la radio France Info, par ailleurs président de l'association de la presse présidentielle. Et nous allons parler de la séparation des pouvoirs, qui est un idéal remis en cause, point d'interrogation. Alors, avant de... je vais commencer peut-être par un premier tour de table rapide pour présenter les uns et les autres. Benoît Cœuré, économiste, président de l'autorité de la concurrence, membre du Cercle des économistes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Zondo, ancien président de la Cour suprême d'Afrique du Sud. À vos côtés, Kirill Petkov, ancien Premier ministre de Bulgarie. Jamil Mawad, ancien président d'Équateur. Merci, un grand merci à tous d'être venus parfois de très loin. Et Laurent Mauriac, coprésident du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne et cofondateur du média BriefMe. Si on se parle aujourd'hui, juste un tout petit mot, c'est que cette séparation du pouvoir, on pensait que Montesquieu avait trouvé la formule entre le législatif, l'exécutif, le judiciaire. On pensait que tout ça, ça permettait de gérer et d'éviter la tyrannie. On se rend compte que 3 siècles plus tard, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et c'est de cela dont nous allons discuter. Je vous laisse la parole, Benoît. Merci. Merci Jean-Rémy. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'être ici, surtout pour parler de ce sujet de la séparation des pouvoirs qui est si important aujourd'hui, pas seulement en France, mais un peu partout. Et la diversité de ce panel montre l'importance du sujet. Effectivement, je pense que les étudiants qui sont ici ont dû venir en se disant séparation des pouvoirs, Montesquieu. Donc on va parler de la séparation entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Et les bons étudiants penseront non seulement Montesquieu, mais aussi Tocqueville, puisque Tocqueville expliquait que la séparation des pouvoirs n'était pas une fin en soi, mais finalement une garantie contre la tyrannie de la majorité, qui se manifesterait si tout le pouvoir était concentré entre les mains de l'exécutif. Mais en effet, il s'est passé beaucoup de choses depuis Montesquieu. Alors, mon téléphone s'éteint, c'est pas terrible. Voilà. C'est Apple qui essaie d'influencer ce que je vais dire. D'abord, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, l'exercice du pouvoir exécutif, j'allais dire, c'est diffracté et peut-être même c'est émietté. Il s'est diffracté verticalement puisque maintenant il y a la décentralisation avec du pouvoir qui a été dévolu aux régions, aux départements. Il y a aussi l'Europe, ici en France, avec aussi une partie du pouvoir qui est exercée au niveau européen. Donc il y a une sorte de diffusion verticale du pouvoir. Et il y a aussi une diffraction horizontale du pouvoir, avec la multiplication d'autorités indépendantes, la Banque de France, l'autorité de la concurrence que je préside, toutes sortes d'autorités de régulation qui sont indépendantes de l'exécutif. Et puis la réalité est aussi complexe parce qu'en France, en tout cas, la France a beau être la patrie de Montesquieu, elle n'a jamais vraiment accepté complètement la séparation des pouvoirs, comme le montre le débat récurrent sur l'indépendance du parquet, par exemple, qui est un débat qui n'est toujours pas réglé en France. Et puis, se sont ajoutés depuis Montesquieu des pouvoirs nouveaux qui pèsent aussi dans l'équilibre et dans les jeux de pouvoir et de contre-pouvoir, qui sont la presse, on va voir si c'est un pouvoir ou pas, ça fera partie de la discussion, les syndicats, tous les corps intermédiaires et bien sûr le pouvoir économique qui essaie lui aussi de mettre son grain de sel là-dedans. Or, aujourd'hui, la séparation des pouvoirs est attaquée de toutes parts. Certains responsables politiques critiquent sans relâche les magistrats, y compris lorsque ces magistrats appliquent des textes que ces mêmes politiques ont appelés de leur vœu et parfois eux-mêmes votés. D'autres théorisent la verticalité de l'exercice du pouvoir et l'affaiblissement des corps intermédiaires. En France, l'indépendance des autorités de régulation est aussi contestée, alors même que leur indépendance est la garantie d'impartialité et de continuité de l'action au-delà des échéances politiques. Et je pense qu'il est important de savoir que les États-Unis, sur ce point, ont un temps d'avance sur nous. Les autorités indépendantes y sont intimidées. On l'a vu avec les pressions du président sur le président de la Réserve fédérale américaine. Et parfois mises au pas au nom d'une théorie de l'exécutif unitaire, selon laquelle tout le pouvoir exécutif devrait être entre les mains du président.
Lundi dernier, dans une décision très importante, la Cour suprême des États-Unis, donc la décision Trump versus Slaughter, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l'ensemble des dirigeants des autorités administratives américaines pouvaient être révoqués par le président des États-Unis, qui détient l'autorité sur l'ensemble de l'exécutif. C'est donc la fin de l'indépendance des autorités administratives, des autorités de régulation américaines. Et en faisant ça, la Cour suprême a balayé une jurisprudence qui datait de 1935. Donc on voit aussi le moment historique dans lequel on est. Et pour finir, et puisque nous sommes aux rencontres économiques d'Aix, gardons également en tête la dimension économique de ce débat. La concentration des activités économiques, l'émergence d'acteurs mondiaux puissants font aussi peser des risques sur la démocratie. L'indépendance économique des médias est fragilisée par la captation de valeur des grandes plateformes, particulièrement dans le domaine de la publicité en ligne. L'autorité de la concurrence, d'ailleurs, est intervenue plusieurs fois sur ce terrain, qu'il s'agisse de la répartition de la valeur dans la publicité en ligne ou du respect des droits voisins de la presse sur les plateformes numériques. Et je terminerai avec une très belle citation de John Sherman, qui est le sénateur américain qui a inventé la politique de concurrence en 1890. Donc là, je la lis. « Si nous refusons qu'un roi gouverne notre pays, nous ne pouvons accepter qu'un roi gouverne notre production, nos transports ou la vente de nos produits. » Merci beaucoup, Benoît Cœuré. Zondo, je vais vous donner la parole parce que vous avez une expérience et vous avez beaucoup de choses à nous dire sur cette séparation des pouvoirs. Thank you. Merci beaucoup. D'abord, je voulais seulement vous remercier, les organisateurs de cette conférence, pour leur invitation, de m'avoir invité ici. J'aimerais partager avec vous très rapidement, dans les 3 minutes qui m'ont été imparties, soulever certains points sur notre expérience en Afrique du Sud pour ce qui est de la séparation des pouvoirs. En Afrique du Sud, la Constitution ne prévoit pas la séparation de pouvoir en tant que telle, mais on accepte que c'est implicite, qu'il doit y avoir une séparation des pouvoirs. C'est implicitement. Alors, lorsque il y a eu les négociations sur l'indépendance de l'Afrique du Sud, il a été, les partis politiques ont été d'accord que la constitution finale serait basée sur, parmi d'autres choses, les principes de la séparation des pouvoirs. Donc, vous avez un Parlement, vous avez l'exécutif et vous avez le judiciaire. Mais, en particulier dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui, du débat d'aujourd'hui, j'aimerais mettre en exergue le fait que le système électoral que nous avons en Afrique du Sud fait qu'on ne vote pas pour des individus dans les constitutions. On vote pour des partis politiques. Ce sont les partis politiques qui ensuite affectent des individus au Parlement, finalement, choisissent les membres du Parlement. Donc, on ne vote pas pour les membres du Parlement, on vote pour des partis politiques. Et le résultat, c'est qu'au Parlement, un parti peut avoir la majorité. Et du fait que les gens qui sont membres du Parlement sont là grâce aux partis, ces partis, en fait, ont la possibilité de les faire démissionner du Parlement. Ça ne correspond pas à la ligne du parti. Si le parti veut qu'il vote dans un certain sens sur une loi, par exemple, lorsqu'il y a une question, une motion de censure, par exemple, quand il y a des allégations de corruption contre le président, si un membre du Parlement ne vote pas selon les instructions du parti, à ce moment-là, ce membre du Parlement risque d'être licencié du Parlement. Et c'est toujours un risque parce que c'est un risque vis-à-vis de la séparation des pouvoirs parce qu'à la fin, si le parti majoritaire veut s'assurer qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire en tant que parlementaires en accord avec la séparation des pouvoirs, ils pourraient être démissionnés. Et donc les membres de cabinet de l'exécutif viennent pour leur part du Parlement. Le président est un membre du Parlement lorsqu'il est élu, mais il arrête d'être membre du Parlement dès qu'il est élu. Mais les restes des membres du Canada restent des membres de la législature. Donc il y a plusieurs années, le parti majoritaire, jusqu'en 2024 en Afrique du Sud, avait pris une décision politique, c'est que dans tous les organes d'État, il devait
mettre en place des gens loyaux au parti. Ceci constituait une menace lorsque les membres du Parlement et les membres de l'exécutif devaient prendre des décisions qui étaient dans l'intérêt du pays et non pas des partis, du peuple et non pas des partis. Jusqu'à aujourd'hui, on est confronté à une situation où, encore et encore, le système judiciaire a été bloqué au Parlement lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas correct sur le plan constitutionnel. Et on leur rappelle de responsabilité constitutionnelle. Alors, je pourrais en parler plus, si vous voulez, en vous donnant des exemples plus spécifiques sur comment le système judiciaire en Afrique du Sud a justement gardé les yeux sur cette doctrine de la séparation des pouvoirs. Merci beaucoup. Thank you. Thank you for... Kirill Petkov, je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de Bulgarie. So thank you. I also want to thank the Merci. Je voudrais également remercier les organisateurs parce que dans des réunions comme celle-ci, on entend différents points de vue. J'étais vraiment intéressé par ce qui a été dit juste avant moi. Lorsqu'on parle de la séparation du pouvoir, on pense à la démocratie et à la gouvernance interne. Il y a 2 mois, j'ai eu la possibilité, dans un des forums économiques, finalement, je ne mentionnerai pas le nom, de m'entretenir avec une personne d'un groupe de gens qui est très proche de Poutine au Kremlin. Normalement, on entend les points de vue européens, les points de vue américains, par exemple, mais c'est très rare qu'on ait le point de vue d'un cercle rapproché de Poutine. Dans une discussion très informelle, j'aurais demandé, dites-moi honnêtement, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez un programme pour l'Europe orientale et vous? Parce que oui, bien évidemment, on a des programmes très stratégiques pour chacun des pays. Et j'ai dit, quels sont ces programmes? Sur quelle base? Et il était très honnête. Bon, on essaye d'influencer les pays européens sur 5 points. Et on veut le faire de façon parallèle. Alors, quels sont ces 5 aspects? Il a dit la prolifération dans les bureaux des prosécuteurs et des tribunaux. Alors, en fait, la Russie essaie d'infiltrer les bureaux des procureurs des différents pays. Bon, deuxième chose, les services de sécurité essaient de faire en sorte de faire entrer leurs gens dans les services de sécurité. En troisième lieu, les médias. Quatrième, dans les institutions académiques, les universités. Et en 5e lieu, dans l'Église. Elle a dit c'est très efficace lorsqu'on arrive à faire les 5 points, de couvrir ces 5 points, c'est très efficace. Lorsqu'on parle de séparation de pouvoir, il ne faudrait pas seulement penser à sécuriser la démocratie de l'intérieur du pays. On doit aussi réfléchir aux problèmes de sécurité lorsqu'il s'agit de se protéger contre les États étrangers ou qui essaient d'influencer nos démocraties. Plus on sépare ces 5 points, moins, évidemment, ces pouvoirs étrangers seront dangereux. Bon, c'est important, en tant qu'Européens, de savoir ce que l'on doit faire là-dessus. Et donc, j'aimerais vous donner des exemples plus tard. Ce que l'on doit faire pour protéger, pour séparer ces 5 points, de manière à ce qu'on ne soit pas au risque d'être infiltré par des puissances étrangères. Merci. Exemple, 10 exemples. Merci. Et je trouve que l'exemple que vous donnez est très éclairant et que je pense même que nous autres en France, on pourrait réfléchir à est-ce que la stratégie de Poutine est... Où en sont-ils en France sur leur stratégie d'influence sur les 5 points que vous venez de citer? On en discutera dans un instant. Jamil Mawad, je rappelle que vous êtes ancien président d'Équateur. Je vous laisse pour un propos introductif. Merci beaucoup. On peut remarquer que de la diversité du monde en entendant les différents points de vue. Bon, merci beaucoup pour m'avoir invité ici. Je suis très honoré d'être ici. Deuxième point, est-ce que la séparation des pouvoirs, est-ce qu'elle est en danger? Moi, à mon avis, c'est oui. Deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi la séparation du pouvoir est... Moi, j'ai observé que dans quelques sociétés que ce soit dans le monde, on essaye de produire plus et de distribuer mieux. De produire plus, distribuer mieux. C'est l'objectif. Et dans ce but,
ils ont inventé un jeu qui s'appelle la politique. La politique, c'est la façon de répondre à ces deux questions. Politique, c'est une manière de répondre qui à quoi, qui paie le prix, comment on distribue. Et dans la politique, il y a différents régimes, évidemment, les monarchies, les dictatures, et la démocratie, c'est un des régimes. Et le principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Donc, à mon avis, la démocratie est en danger. Et si tout est en danger, comment une des parties n'est pas en danger? Alors, il faut connaître les racines du problème. Je pense que le monde actuellement est bourré d'injustices que les populations ressentent. Et il y a le problème aussi de la représentation illégitime politique. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas mal représentés. Et en combinaison avec la corruption, évidemment, ça pose d'énormes problèmes. Rappelez-vous que selon Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement, c'est le gouvernement des gens, par les gens, pour les gens, pour améliorer la qualité de vie des gens. Les trois jambes forment la démocratie, pas seulement une. D'accord. Les élections, c'est pas suffisant. C'est nécessaire. La loi aussi, c'est important. Évidemment que pour les gens, c'est la qualité de vie. Donc, si on a le terreau, tout peut fonctionner. Vous savez, on peut revenir à la Tunisie avec le printemps arabe, par exemple, de ce qui s'est passé. On a eu aussi le cas du quai de métro au Chili, à Santiago du Chili, par exemple. Vous savez, n'importe quoi peut allumer la mèche. C'est comme pour des inondations. Quand ça explose, c'est massif, c'est impétueux. Et c'est désorganisé, par exemple, quand c'est totalement déstructuré et ça se diffuse, c'est diffus. Et donc, ça a beaucoup de pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter, justement? Il faut admettre, il faut reconnaître qu'il faut définir le problème. Il faut reconnaître le problème, l'identifier. C'est un changement de temps, d'époque. D'un changement de temps, il y a quelque chose d'être très important va générer un gros problème. Comme le COVID, par exemple, un événement. Et on peut essayer de voir comment on peut revenir en arrière à la normalité qu'on connaissait avant cet événement. Et c'est comme la FIFA 2026, même jeu, différentes règles. Et bien aujourd'hui, je pense qu'on est confronté à un changement d'époque. Donc il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. On ne peut pas, il n'y a pas d'endroit où retourner. On ne peut pas mettre du nouveau vin dans des anciens. Il faut imaginer quelque chose de nouveau. C'est le problème, les opportunités qui sont au-devant de nous. Il faut imaginer un nouveau contrat social, produire plus de justice, plus d'inclusion. Il ne s'agit pas seulement d'argent ici. L'économie est stupide, comme un bon ami disait, mais c'est l'économie politique, comment la société vit. Et l'aspect économique, ça fait une partie. L'autre partie, c'est les valeurs, la morale. Et les gens veulent cela. Merci. Je pense qu'on reparlera de ces trois axes, de ces trois jambes dont vous avez parlé. On va terminer avec vous, Laurent Mauriac. Merci. Je rappelle que vous êtes donc coprésident du syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Et du coup, on s'interroge aussi effectivement sur la séparation des pouvoirs et la place des médias là-dedans. Oui, alors, Benoît Cœuré se demandait tout à l'heure si les médias pouvaient être considérés comme un pouvoir. Donc moi, je pense que non, parce qu'en fait, les médias n'ont pas les attributs du pouvoir, ils n'ont pas de moyens de contraindre, par exemple, ils sont aussi pluriels, ils sont dispersés, ils ne sont pas unifiés. Donc je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme un pouvoir. Et le fait de les considérer comme un pouvoir, c'est assez risqué en plus, parce que ça peut donner prise à cette notion de système ou de médias qui seraient considérés comme une partie des élites. Et ça fait vraiment le jeu du populisme. Donc je pense qu'en plus, c'est assez dangereux de les considérer comme tels. Alors donc vous pouvez vous demander, qu'est-ce que fait un représentant des médias ici? Est-ce que je me suis trompé de plateau ou est-ce qu'on s'est trompé en m'invitant? Alors quand même pas tout à fait, parce que les médias ont évidemment un rôle essentiel dans la préservation, la garantie de la séparation des pouvoirs. Ils sont largement considérés comme un protecteur de la démocratie. Ils signalent les abus d'autorité, les conflits d'intérêts, les dérives.
et ils sont aussi nécessaires à un débat public de qualité qui est aussi un des fondements de la démocratie. Alors ça, c'est un peu la théorie, mais la pratique aujourd'hui réserve des éléments d'inquiétude. Alors je vais en citer deux principalement, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Kirill Petkov avec les 5 domaines d'intervention du pouvoir russe qu'il a cités, et il a parlé des médias. Et effectivement, c'est complètement documenté, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une menace, mais c'est une réalité. La désinformation en provenance de Russie, en provenance d'agences qui sont affiliées au gouvernement russe, est documentée. Et c'est évidemment la montée de la désinformation qui est cette première menace, et peut-être plus largement le pouvoir pris par les algorithmes des grandes plateformes numériques, que ce soit les réseaux sociaux, maintenant les systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi c'est une menace aussi importante? Parce que non seulement ils accélèrent la désinformation, mais ils renforcent aussi la polarisation par le fonctionnement des algorithmes. Peut-être qu'on y reviendra. Et ils alimentent finalement un doute généralisé. Et ça, il n'y a rien de pire pour la démocratie. Ils ne permettent pas d'avoir en commun une base factuelle sur laquelle on peut construire nos opinions. Et ça, c'est vraiment le rôle des médias de garantir ça. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la question de l'indépendance économique. Alors Benoît Cœuré en a parlé en fait par rapport aux plateformes numériques, mais je pense qu'il y a aussi la question du contrôle des médias qui se joue. La question du contrôle des médias, particulièrement en France, parce que par exemple, si on regarde le paysage de la presse quotidienne papier, on voit qu'elle est quand même en très très grande partie détenue par des intérêts économiques. Le syndicat que je représente, le SPIL, a vraiment placé l'indépendance au cœur de son identité. Et donc ça fait 20 ans qu'on travaille autour de cette notion. Et la façon dont on définit l'indépendance, c'est le fait de ne pas être détenu par des intérêts extérieurs au secteur de la presse et des médias. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, il faut s'interroger sur les motivations des actionnaires. Alors ça peut être le fait de faire valoir ses opinions politiques ou de pousser ses opinions politiques, ça peut être le fait d'avoir plus d'influence, ça peut être le fait d'améliorer son image, mais en tout état de cause, ça génère un conflit d'intérêts avec le média lui-même, et ce conflit d'intérêts, il peut aussi s'étendre aux journalistes. Parce que quel journaliste aujourd'hui peut s'intéresser sereinement aux affaires de tel ou tel dirigeant d'entreprise si ce dirigeant d'entreprise est susceptible de contrôler la plupart des médias dans lesquels il pourrait un jour travailler. Alors il y a d'autres menaces. Il y a la remise en cause dans de nombreux pays, dont la France, du service public de l'information. Il y a des entraves à la liberté d'informer. Et je voudrais terminer par un mot plus personnel, c'est-à-dire... Alors là, je me place vraiment en tant que citoyen français. Donc on a la chance de vivre dans une démocratie où tout fonctionne quand même relativement bien. Et donc je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur le rôle des médias. Et à mon avis, le rôle des médias, prioritairement, n'est pas de dénoncer des dysfonctionnements, mais c'est surtout d'aider les citoyens à comprendre le monde et de les aider à remplir leur rôle. Ce n'est pas de redresser des torts ou d'être donneur de leçons. Et donc, il faut remplir ce rôle avec une exigence de respect des faits, une exigence d'humilité, une exigence d'honnêteté. Et c'est dans cette recherche de la vérité au service des citoyens que s'inscrit la dénonciation des dérives au sein des pouvoirs, qui est évidemment si précieuse pour la démocratie. Merci beaucoup. Merci Laurent Mauriac. Alors, vous avez tous posé un diagnostic. Je vous propose maintenant de croiser un peu vos regards en commençant par la question de la justice, qui est, on le voit et vous l'avez tous plus ou moins dit, la première cible des dérives autoritaires. Ça fait partie effectivement de ce que vous nous avez dit. Je voudrais commencer avec vous, retourner vers vous, Zando, parce que vous avez présidé, je crois, la commission qui a documenté la capture de l'État sous la présidence Zuma. Et j'aimerais savoir quels mécanismes ont permis à la justice sud-africaine de reprendre la main. Et est-ce que peut-être il y a des choses qui n'ont pas fonctionné aussi? Merci beaucoup. Oui, j'ai présidé la commission, en effet, et c'est très pertinent pour la question de la séparation des pouvoirs. Parce que ce qui s'est passé, notamment en Afrique du Sud, c'est que les familles privées de chefs de société étaient tuées. Et comme le parti avait la majorité des membres au Parlement, ça signifiait que ce que le président du parti, le président du pays, ne voulait pas, que
s'ils ne voulaient pas que le Parlement fasse quelque chose, à ce moment-là, ils utilisaient la majorité du parti au Parlement pour supprimer toute tentative de rendre le président responsable. En vertu de la Constitution, le Parlement a l'obligation constitutionnelle de faire en sorte que l'exécutif soit responsable et ils doivent rendre compte. Et ils doivent s'assurer que le président fasse son travail. Et que se passe-t-il quand le président, en tant que chef de l'exécutif, se voit passible d'allégations de corruption et de nombreuses preuves surgissent et beaucoup veulent qu'il rende compte. Mais si la majorité du Parlement vient du parti présidentiel, et à ce moment-là, ils essayent d'étouffer dans l'œuf toute mise en accusation. Et ça, c'est ce qui s'est passé sous le président Zuma. Mais récemment, c'est arrivé en 2022 également, quand il y a eu un rapport publié par un panel de juristes, y compris le président de la Cour d'appel, 2 avocats désignés par le Parlement pour enquêter sur le fait de savoir si le président devait ou non répondre de faits répressibles qui pouvaient entraîner sa destitution. Et le parti majoritaire était celui du président et ils ont décidé de couper cela pour empêcher toute destitution possible et audience de destitution. Et la Cour constitutionnelle a justement frappé, a dénoncé cette décision. Et il y a un comité de destitution qui a pu être mis en place pour que le président puisse répondre de ses actes. C'est arrivé avec Zuma, c'est arrivé avec Ramaphosa, c'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est le judiciaire qui a pu barrer la voie à ceux qui voulaient empêcher la séparation des pouvoirs. Et quand vous regardez l'histoire de l'Afrique du Sud depuis 1994, vous verrez que la seule raison pour laquelle nous avons encore une séparation des pouvoirs, c'est parce que c'est en raison du courage, de la résilience du pouvoir judiciaire dans notre pays. Mais néanmoins, le judiciaire est en risque parce que la désignation des juges est telle que, en fait, c'est la majorité qui désigne les juges. Donc, s'il y a un parti brutal qui a la majorité, à ce moment-là, il y aura une majorité aussi ailleurs. Et s'il n'y a pas la majorité, à ce moment-là, on n'aura pas ce cas-là. Mais jusqu'à présent, les juges ont été désignés par des personnes. Les personnes qui ont été désignées en tant que juges étaient des personnes intègres. Et donc, la désignation des juges est essentielle. Mais d'abord, il faut qu'ils sachent que ce soit des personnes intègres qui ont appris la Constitution et qui respectent leurs attributions, quelles que soient les pressions qui sont exercées sur leurs épaules. Parce qu'on a vu au fur et à mesure des années, on a vu des tentatives d'exercer des influences délétères sur le judiciaire. Si le Parlement faisait quelque chose de constitutionnellement faux, le judiciaire était là pour pouvoir se battre contre ces mauvaises actions, ces malversations. Le judiciaire est donc un gardien du temple et a un rôle important à jouer et préserve la séparation des pouvoirs et permet à cette séparation des pouvoirs d'être encore vivante. Merci. Jamil Mawad, on sait qu'en Amérique latine, plusieurs présidents ont modifié les règles constitutionnelles, parfois pour étendre leur mandat, pour contrôler les juges. Est-ce qu'au fond, se pose un peu la question, et sans être trop provocateur, est-ce que la séparation des pouvoirs, c'est un peu un luxe de démocratie un peu stabilisée? Je pense qu'on ne peut pas être trop provocateur dans ce genre de réflexion. Il s'agit du pouvoir, bien sûr. Comment est-ce que vous exercez le pouvoir? Et qu'est-ce qui vous a amené à exercer le pouvoir? Et tous les événements politiques parlent de cela. Est-ce que... Could you keep closer? Un petit peu plus près de votre bouche, je pense.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vous m'entendez mieux? C'est arrivé aussi quand je parle de quelque chose que je sais, que je maîtrise bien. L'indépendance. Ça signifie quoi, en fait, l'indépendance? C'est comme la liberté. Il y a la liberté des liens extérieurs et il y a la liberté pour quelque chose. Il y a la liberté contre et pour. L'indépendance, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça signifie? Quand est-ce que l'indépendance est la plus acceptable pour vous? De quoi veut-on dépendre ou pas dépendre? Du Parlement, du peuple, pour la destitution d'un président? Mais on ne peut pas juste être indépendant de tout, c'est pas possible. Donc maintenant, il y a une tentation d'obtenir le pouvoir et de l'utiliser pour votre propre avantage, surtout pour les présidents. Donc, on commence à politiser la justice. Et ensuite, quand vous l'obtenez, vous judicialisez le monde politique et vous commencez ensuite à poursuivre en justice vos adversaires politiques. Et c'est là que la démocratie est mise à mal, parce que la concurrence loyale n'existe plus. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, les médias sont importants, les ONG sont importantes. C'est important de faire en sorte que toutes les règles soient appliquées au quotidien. Et c'est ça que j'essaie de défendre. Kirill Petkov. Comment est-ce qu'un chef de gouvernement peut renforcer... Vous parliez de l'importance de protéger tout à l'heure. La question de renforcer l'indépendance, par exemple, de la justice sans paralyser l'action pénale. Ça, c'est des points qui sont importants. Je crois qu'en Bulgarie, il y a eu des détentions de maires, des maires qui ont été arrêtés lors de campagne, je crois. C'est des éléments qui sont importants, et savoir comment le législateur et l'exécutif peut renforcer l'indépendance de la justice sans paralyser l'action de la justice. Thank you. That's a very good question. I think Si, c'est une très bonne question. Je pense que l'un des avantages à être membre de l'Union européenne, nous tous, la Bulgarie, la France, l'Allemagne, c'est que nous avons une deuxième couche d'institutions au-dessus des institutions nationales. Et la question qui se pose est la suivante. Est-ce que cette deuxième couche donne suffisamment de protection contre les institutions nationales si elles manquent à l'appel? Je dirais que ça aide, mais ce n'est pas suffisamment bénéfique. Il y a la Cour européenne et je pense qu'il faut renforcer encore cette institution. Il y a notamment le parquet européen. Nous, en Europe, nous avons un parquet européen qui peut enquêter sur différentes activités pénales dans différents États. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on a limité les pouvoirs de ce procureur européen. C'est uniquement pour des crimes financiers européens, pour les fonds européens. Et ce qu'on a oublié complètement, c'est la criminalité transfrontalière, le blanchiment de capitaux transfrontalier et l'influence transfrontalière des faits étrangers. Quand je siégeais au Conseil européen en tant que Premier ministre, c'est ça mon argument. J'ai dit, on a ces institutions, mais donnons-leur un peu plus de pouvoir. Disons que le parquet européen puisse enquêter davantage, puisse avoir un champ de compétences plus large. Et qu'on ne mette pas en place uniquement les principes nationaux, mais aussi étrangers. Qu'on puisse également avoir des pouvoirs qui aillent au-delà des pouvoirs nationaux. Certains pourront dire, OK, mais à ce moment-là, il y aurait une concentration de pouvoir trop importante à Bruxelles. Je le comprends, je peux le concéder. Mais comment Bruxelles a-t-il fonctionné jusqu'ici? Eh bien, on a 27 États membres. Chaque État membre a sa propre opinion. Et donc, on a quand même le pouvoir de veto. Et donc, la structure de l'Union européenne est difficile à concentrer en un seul pays. Et il est difficile d'avoir des pouvoirs supranationaux qui puissent être concentrés quelque part. Et pourtant, il faut protéger
il faut protéger cela au niveau européen. La deuxième, notamment pour les mandats d'arrêt. Et je voudrais parler de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une institution fantastique, mais il y a un problème. Généralement, ce qui se passe, dans notre cas, il y a par exemple une arrestation avant un procès qui n'est pas tout à fait légitime. C'est la CEDH est saisie et on va dire ok, moi je vais saisir la CEDH, comme ça j'aurai de l'argent après. Mais ça c'est après les faits, le problème. Donc il faut penser à autre chose. Il faut penser notamment au flagrant délit. Et il faut notamment aussi une poursuite, une possibilité d'avoir des procédures en référé pour agir plus rapidement à des fins de prévention et ensuite on pourra avoir des procédures à des fins correctives. Il faut être plus efficace, plus pratique, plus pragmatique parce que le fait qu'on soit 27 États membres, eh bien, on perd à ce moment-là en efficacité. Vous trouverez beaucoup de gens pour aller dans votre sens. Je ne sais pas si vous trouverez beaucoup de gens pour aller dans votre sens pour avoir une justice transfrontalière, mais c'est intéressant. On va se tourner vers les médias, puisque vous avez été nombreux à parler donc de la justice qui n'est pas la seule cible. Et la question du contrôle de l'information est importante et du rôle du média. Je pense qu'il faut vous entendre à nouveau, Laurent Mauriac, parce que du coup, ça a fait réagir le fait que vous pensiez que les médias ne sont pas un pouvoir, ce qui est une manière d'ailleurs de voir en France. Est-ce que c'est un pouvoir qui s'ignore? Est-ce que c'est un contre-pouvoir? Comment est-ce que vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? Je suis plus à l'aise avec la notion de contre-pouvoir, mais en fait, si on regarde l'origine de cette idée de quatrième pouvoir, c'est une traduction de l'anglais « fourth estate ». Et en fait, « fourth estate », ça voudrait dire, c'est un peu comme le tiers-état, en fait, ou le quatrième, la quatrième institution, ou le quatrième pilier, si on veut. Mais c'est pas la notion de pouvoir qui, à mon avis, est une mauvaise traduction et qui, je le disais, recèle des risques, en fait. Parce que les pouvoirs, les médias sont amalgamés, en fait, de ce fait, avec les autres pouvoirs. Et on sait qu'il y a une défiance considérable, en fait. Et donc, finalement, les médias... Alors, je ne dis pas que les médias n'ont pas aucun tort, hein, mais les médias sont emportés dans une défiance institutionnelle qui est beaucoup plus large. Et je pense que ça fragilise aussi la démocratie. Kirill Petkov, comment est-ce que l'Europe peut se... So, how can we protect Europe against the threats that you mentioned earlier? When you talked about Russia, I don't know if you can hear me. Comment est-ce que... do you hear me? Okay. Comment est-ce que l'Europe peut se protéger? Vous citiez tout à l'heure les menaces, notamment de la Russie. Comment est-ce que l'Europe peut se protéger de toutes ces influences, notamment sur la question des médias? Actually, Eh bien, moi je suis sur le flanc de l'Est. Et donc la Russie exerce beaucoup de tactiques sur les médias en Bulgarie. Et ils ont rencontré parfois beaucoup de succès en ce faisant. Il n'y a pas seulement les réseaux sociaux d'ailleurs. Ils micro-segmentent la population. Par exemple, vous êtes la maman de 2 enfants avec un chat. Et tout d'un coup, vous allez avoir un groupe sur Facebook qui concerne toutes les mamans qui ont des chats et 2 enfants et qui sont jeunes. Et ça a l'air bizarre. Mais à cause de l'IA et des réseaux sociaux, ils peuvent micro-segmenter toute la population en 500 groupes, si vous voulez. Et ensuite, ils vont lancer des faux messages sur les réseaux sociaux. Et pourquoi est-ce si puissant? Parce que si les chats vous intéressent, et si vous avez des enfants en bas âge, alors vous allez vous sentir faire partie d'un groupe, faire partie d'une communauté. Et alors, vous n'allez pas regarder CNN ou BBC World pour vérifier l'actualité. Et donc, la première réponse, en fait, des pays européens ont dit « Bon, il faut qu'on vérifie la véracité des faits, qu'on fasse du fact-check, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. On ne peut pas toujours dire « Allez, ça, ces faits-là sont faux, ces faits-là sont faux, ces faits-là sont faux. » Et donc là, je vais vous lancer une controverse à la volée.
Il faut se battre. Et on ne peut pas se battre, si on doit se battre sur 100 sites, il faut 100 sites. Mais qu'en est-il si nous avions, et moi je crois dans cela, on a un groupe de journalistes en Bulgarie, il faut utiliser l'IA avec des dispositifs de médias qui peuvent lancer les nouvelles directement. Mais on ne devrait pas avoir un site de BBC pour lutter contre 100 sites Internet russes, mais il faut avoir 100 sites Internet pour chaque ville, par exemple, pour vérifier les faits, pour lutter contre la propagande et pour se battre contre cet influx d'informations. Il faut faire différemment. Il faut une solution différente que de dire uniquement c'est faux. Parce que les Russes peuvent pousser la propagande au-delà et sur toute l'Europe. En Allemagne, j'entends les mêmes fausses nouvelles, les mêmes fake news en Allemagne, en France et ailleurs. Sur le côté des familles traditionnelles, les tradi-wives, sur les régimes alimentaires. Il y a les mêmes schémas qui sont employés pour diffuser ces fake news. Donc moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Parce qu'effectivement, il y a cet effet de volume, de quantité qui est maintenant démultiplié avec l'intelligence artificielle. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est confronté toute la journée à des articles qui sont écrits par intelligence artificielle. Il y a des études qui montrent que les 2/3 des Français ont lu dans les dernières semaines des articles entièrement rédigés par intelligence artificielle et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, effectivement, ça peut être une façon de contrer en fait, le volume par le volume. La limite que je vois, c'est celle des algorithmes. Parce que le problème des algorithmes est qu'ils ne vont pas favoriser la contre-attaque que vous allez faire. Si vous contre-attaquez en publiant des informations qui sont véridiques, des informations qui sont sourcées, des informations qui sont fiables, en fait, vous vous retrouvez marginalisé par les algorithmes. Et c'est ça qui est absolument terrible. Et c'est en ça que c'est une arme de destruction pour la démocratie. C'est qu'à l'inverse, les algorithmes, en fait, ils sont déterminés par le modèle économique des plateformes. Les plateformes vont chercher à vous faire rester le plus longtemps en ligne. Et donc les algorithmes, ils vont chercher à vous faire rester le plus longtemps en ligne et ils savent que pour que vous restiez en ligne, il faut vous donner des contenus clivants, des contenus émotionnels, des contenus qui vont vous provoquer des réactions immédiates, que ce soit des réactions de colère, des réactions de plaisir, et c'est ça qui va vous faire rester. C'est aussi le fait de vous enfermer dans vos opinions, c'est-à-dire qu'il repère très très vite le type de contenu qui va vous attirer, et donc il va vous resservir indéfiniment la même chose. Et ça, c'est très très difficile à contrer. Et pour moi, la seule réponse à ça, c'est plus une réponse qui est du ressort de la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les médias algorithmiques n'ont pas du tout les mêmes responsabilités que les médias. On les considère comme des hébergeurs. Alors qu'ils déterminent la façon dont le contenu apparaît et le déroulement du contenu hiérarchise l'information, ils ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles. Et ils sont considérés comme des simples hébergeurs neutres. Est-ce qu'ils sont considérés comme ça ou est-ce qu'ils se considèrent, est-ce qu'ils ne veulent pas être considérés autrement que comme ça? Les deux, mais juridiquement oui, ils sont sûr. aussi considérés comme ça. Zondo, je voudrais vous entendre sur le rôle de la presse dans les révélations, notamment des scandales en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a une forme de tandem, une forme de un travail entre la justice et la presse, avec parfois toutes les critiques qu'il peut y avoir sur une presse qui finalement serait aussi un peu à la solde de certains de la justice? Quelle est votre expérience là-dessus? Merci beaucoup. Eh bien, en Afrique du Sud, je n'ai pas vu de controverses qui puissent toucher les médias et le judiciaire. Je pense que les médias sont plutôt objectifs quand il y a des questions qui sont soulevées concernant le judiciaire. Et même parfois une sympathie. Donc, le judiciaire n'a pas pu ressentir une couverture médiatique défavorable. Mais on a pu rencontrer des situations où, dans le passé, il y avait des sections des médias, des publications spécifiques, par exemple, qui semblaient
semblait pousser vers un ordre, vers des idées politiques particulières pour influencer politiquement, notamment. Il y avait le Financial Times, qui était un journal très connu en Afrique du Sud. Pendant un certain nombre d'années, il y avait des journalistes qui essayaient d'influencer politiquement et d'attaquer certaines personnalités du gouvernement et d'autres hors du gouvernement. Mais ils voulaient s'assurer que le gouvernement, ils voulaient s'attaquer aux personnes qui pouvaient demander au gouvernement de rendre des comptes et qui voulaient s'assurer que le gouvernement suivait les règles constitutionnelles. Et donc, ces journalistes étaient à l'encontre de cela. Et il y a 3 ans, ces journalistes et ces publications, le Sunday Times, a dû présenter ses excuses. Et ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bien dit haut et fort qu'ils avaient embauché des journalistes qui coopéraient avec des mauvais éléments de la société et poussaient donc et essayaient d'influencer politiquement la population. Donc on a eu des situations, oui. Et peu importe le terme qu'on donne ou l'attribut qu'on donne aux médias, il est indubitable qu'ils peuvent influencer la société de manière significative. Dans notre pays, notamment, je pense que certains décideurs politiques, certains membres du monde des affaires bénéficient d'un soutien des médias, généralement. Et même s'ils ont fait quelque chose de mal, même s'ils ont eu des malversations, pas beaucoup d'attention ne sera cristallisée autour de ces malversations et on essaiera de détourner le regard de la population vers d'autres affaires. Moi, je crois les médias peuvent peuvent créer des personnalités, peuvent aussi détruire les carrières de certaines personnalités en fonction de leurs publications. Notamment, on l'a vu avec le président Zuma. Je pense qu'il n'était pas apprécié des médias pour de bonnes raisons, mais il a été quand même été en mesure de rester, de créer un parti politique. Et il y a eu quand même un suivi, même si dans les médias, il n'est pas vu de manière positive. Et moi, je dis qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles, en fait, il y a eu des reportages négatifs sur lui, parce qu'il a commis de nombreuses malversations et il a commis beaucoup de préjudice au préjudice du pays. Et quand je dis que les médias peuvent quand même, ils ont un rôle à jouer, il faut qu'ils jouent ce rôle, parce qu'ils peuvent influencer l'opinion du public et favoriser ou défavoriser la carrière de telle ou telle personne. Nous avons entamé cette conversation en parlant des 3 séparations classiques, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Pendant cet échange, cette conversation, nous avons appris encore la leçon, retenu la leçon que plus vous analysez le problème, mieux vous le comprenez. Et ce qui s'est passé ici dans ces débats, on a un 4e pouvoir, les médias, qui a surgi. Et je me rappelle, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on accepte les médias comme un nouveau pouvoir. Mais à côté des médias, on a également la société civile qui s'exprime sur la rue. Le plus gros pouvoir du monde, les médias sociaux, etc. Et maintenant, on se demande si les médias sociaux sont un représentant de la société civile. Et là, on a un nouveau pouvoir, l'intelligence artificielle. Alors, on a couvert tous ces points ici dans cette discussion. Et voilà le nouveau vin dont j'ai parlé dans la première intervention. Est-ce que l'on peut mettre ce nouveau vin dans l'ancienne bouteille, finalement, dans le cadre de nos systèmes? Ça va être difficile. Donc, dans certains pays, vous avez la séparation des pouvoirs, qui est, pour nous, ceux qui croient en la démocratie, c'est la meilleure organisation possible parce que l'on sépare les pouvoirs pour avoir un meilleur équilibre, finalement, des pouvoirs. Mais dans certains pays du Nord, non. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Il y a seulement un pouvoir. Et il y a des séparations de fonctions.
mais chaque fonction va servir ce même pouvoir centralisé. Et c'est sur quoi, ce contre quoi on doit se battre. Un tout petit peu plus de 5 minutes. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, Benoît, au départ, sur la question de l'indépendance et de l'impartialité et la question de l'indépendance de la régulation. Kirill Petkov, on voit que la question de la régulation et de l'indépendance de la régulation est une clé, on le voit désormais aux États-Unis, mais c'est aussi fonction de la confiance du peuple qui est fragile sur ces questions de régulation. Il y a toujours des gens qui pensent que le régulateur ne fait pas bien et que le régulateur est impartial, etc. Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Est-ce qu'il y a des clés pour... Et après, je vous redonnerai la parole pour conclure, peut-être, Benoît, mais... On a un régulateur ici, à côté de moi, donc je suis prudent. Bon, un petit point que je voulais soulever ici sur le sujet précédent qu'on a adressé. Il faudrait toujours penser que les plateformes ne sont pas européennes. Facebook n'est pas européen, Instagram n'est pas européen, TikTok n'est pas européen. La concurrence est utile. Donc il faut réfléchir en tant qu'Européens comment on peut mettre en place nos propres médias sociaux. Alors pour les régulateurs, je passerai la parole à mon ami ici à ma droite, qui est plus au fait de... Ce que vous avez dit, et je ne peux que le confirmer, c'est que toutes les autorités qui sont investies d'un pouvoir exécutif, donc y compris les autorités de régulation, elles doivent se conformer à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles exercent le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, elles doivent écouter ce que les citoyens ont à leur dire. Ce qui m'amène à une conclusion plus générale. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'accords sur ce panel et j'en sors très positif parce qu'on voit qu'on a un diagnostic qui est très partagé, on est conscient des risques, c'est déjà une partie du chemin qui est faite et les risques sont finalement très comparables dans des pays très différents que sont l'Équateur, l'Afrique du Sud, la France, la Bulgarie. Donc ça c'est positif. Mais il faut se rendre compte du fait que la manière dont on pense l'équilibre du système politique a beaucoup changé et change sous nos yeux avec la technologie et avec des rapports de force économiques qui se déplacent. Et ça, pour moi, ça a deux conséquences. La première conséquence, et qui était en filigrane dans tout ce qui a été dit, la première conséquence, c'est qu'il faut redonner la parole aux citoyens parce que ce système de régulation politique fondé sur la séparation des pouvoirs, il était pris comme acquis depuis Montesquieu et Tocqueville. Il n'est plus acquis. Et donc, il faut que les citoyens se réapproprient ce débat pour pouvoir défendre le système démocratique. Ce n'est plus un système qui est acquis quelque part au-dessus d'eux et qui va les protéger. C'est un système qui est en danger et donc qui doit être défendu et peut-être sous certains aspects repensé. Et ça nécessite une appropriation par les citoyens. Et c'est là que, je pense, les médias jouent un rôle essentiel pour expliquer ce qui se passe et donner les outils de cette appropriation. Et la deuxième conclusion, et je pense qu'on n'en a pas assez parlé malheureusement, c'est la technologie, c'est les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle. Le système de séparation des pouvoirs en France, le Parlement, le président de la République et la justice, ça a été conçu à un moment où tout ça tenait dans 3 km². Entre la rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Varennes, l'île de la Cité où sont la Cour de cassation et la Cour d'appel, et le Palais Royal où sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Et donc c'est des gens qui pouvaient se voir dans 3 km² et sur qui reposait l'équilibre de notre démocratie. Bon, ça ne marche plus du tout comme ça, c'est fini tout ça. Maintenant, ça se joue sur des réseaux sociaux qui sont fragmentés, qui sont fragiles. Qui sont étrangers. Qui peuvent être manipulés par des algorithmes et qui peuvent être manipulés par des puissances étrangères. Donc la régulation de l'espace numérique en tant qu'espace démocratique, c'est pour moi le grand enjeu. Merci beaucoup, merci à tous. On arrive à la fin de cette table ronde. C'était passionnant. Merci d'avoir pris du temps avec nous aux Rencontres d'Aix.